Chers élèves, ravis de vous retrouver dans cette nouvelle séance d'activités de travaux encadrés dans laquelle on va établir la fiche de lecture du roman autobiographique La boîte à merveilles du grand écrivain marocain Ahmed Sfraoui. C'est une fiche de lecture qui va se former à partir d'un plan. Avant de passer au plan, nos objectifs sont d'abord d'amener l'apprenant à faire le bilan de ses acquis, ensuite de rendre l'élève capable de retenir les éléments clés d'un roman autobiographique. Eh bien, alors notre plan va s'étaler sur 12 axes. 12 axes parallèles aux 12 chapitres qui forment le roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Eh bien, ce plan va se comporter premièrement d'une présentation brève de la vie d'Ahmed Sfraoui, puis d'une présentation du genre de l'œuvre. Ensuite, on va passer aux repères historiques qui ont donné naissance à l'œuvre, un petit portrait des personnages, la symbolique de la boîte à merveilles du moment que la boîte à merveilles a été considérée comme un personnage principal figurant dans la plupart, sinon la majorité des chapitres du roman. Ensuite, on va passer aux lieux marquants, aux événements phares. On va citer également les registres littéraires qui ont été exploités tout au long du roman, les thèmes principaux, les techniques narratives, l'enchâssement narratif et pour finir, les schémas narratifs et actentiels. En effet, commençons par la biographie de l'auteur. Comme vous l'avez déjà vu au cours de l'année, Ahmed Sfraoui est un écrivain marocain né à Fès en 1915, décédé à Rabat en 2004, et parmi ses œuvres, nous pouvons citer Le Chapelet d'ambre, Le Jardin des sortilèges et La Maison de servitude. N'oublions pas de mentionner qu'Ahmed Sfraoui est considéré comme le pionnier de la littérature maghrébine d'expression française. Passons maintenant à une définition plutôt du genre de l'œuvre. La boîte à merveilles est un roman autobiographique ou autofiction. Que signifie le terme roman autobiographique? Eh bien, un genre littéraire où se mêlent fiction et réalité et où l'auteur s'inspire de sa vie réelle pour écrire une œuvre à dominante fictive. On a des événements fictifs relatifs aux rêves qui jonchent la vie de Sidi Mohamed l'enfant et une réalité qui est la réalité de sa vie. En ce qui concerne les repères historiques, la date d'écriture est l'année 1952, la date de publication c'est l'année 1954, le siècle évidemment est le XXe siècle. En ce qui concerne l'époque des événements, eh ben nous sommes dans un Maroc qui se trouve sous la colonisation française. Le courant littéraire, bien sûr, relève de la littérature maghrébine d'expression française, à caractère ethnographique. Passons maintenant à un portrait des personnages. Eh bien, le portrait des personnages va se diviser en catégories. On va commencer d'abord par la famille du narrateur qui se comporte de Sidi Mohamed l'héros, le personnage principal de l'histoire, sa mère Lalla Zoubida et son père Mellem Abdeslam. Après, on va passer aux voisins. Les voisins ne sont autres que Lalla Kenza la voyante, Driss L'Awad et son épouse Rahma et leur fils Zinab, Allah le jardinier et sa femme Fatma Bziouia. Quant aux amis,
nous avons Lalla Aïcha et Moulay Larbi, son mari. Les autres personnages, qui sont des personnages secondaires, sont, entre autres, le frère, Driss le Teigneux, Abdelkader l'apprenti qui va devenir par la suite l'associé de Moulay Larbi, Sidi l'Arafi le voyant aveugle, Abdullah l'épicier connu par ses récits fabuleux et Salama la marieuse. On a déjà parlé des personnages aussi bien principaux que secondaires. Eh bien, du moment que la boîte à merveilles est considérée comme étant un personnage principal qui a une grande importance dans l'histoire, eh bien, nous allons passer sur la symbolique de cette boîte à merveilles. Le narrateur va commencer par nous décrire le contenu de sa boîte et ainsi que sa valeur morale. Après, il sera question de décrire le cabochon de verre offert par Rahma, un cabochon qui inspire aussi bien la fascination que la méfiance. On passe par la suite à l'ouverture de la boîte après le repas des mendiants, ce qui connote un moment de désenchantement et une désillusion du narrateur face à des objets qui deviennent subitement inertes. Une brève évocation et description du cabochon aura lieu par la suite. Puis, nous aurons également une évocation de la boîte qui va se transformer en cercueil après la mort du coiffeur, sans oublier que le narrateur a reçu un nouvel objet, à savoir la chaînette qui trouvera sa place dans sa boîte. L'ouverture de la boîte se fait également après le départ du père, laquelle se transformera une deuxième fois en un cercueil qui inspire tristesse et peur. N'oublions pas que le narrateur compare également entre la boîte et le panier du voyant aveugle lors de sa visite en compagnie de sa mère, Lalla Zoubida, et Lalla Aïcha, l'amie de sa mère, chez ce voyant qui ont vu de conjurer de l'aide suite aux problèmes que vivent les deux femmes. Le roman se ferme donc sur la réouverture de la boîte à merveilles, ce qui met l'accent encore une fois sur ce sentiment de solitude et de tristesse qui accompagne Sidi Mohamed, le narrateur, tout au long de l'histoire. Les lieux marquants sont par contre la maison familiale et le bain de mort qu'on trouve au niveau du chapitre 1. Eh bien, l'auteur nous fait découvrir à travers ce roman les ruelles, la Médina de Fès, les quartiers traditionnels de cette ville. Nous aurons également la chance de faire connaissance avec l'école coranique au chapitre 2, 3, 5, 6 et 7. Le sanctuaire Sidi Ali Bouraleb figure au chapitre 2. La maison des abandonnés au chapitre 3, la maison de Lalla Aïcha au chapitre 4, 9 et 11, sans oublier la visite de la Kissaria au chapitre 6, et une visite qui permettra à Lalla Zoubida d'acheter des vêtements neufs pour son fils en préparation à la fête d'Ashura qui va avoir lieu juste après. Le souk des bijoutiers va figurer au chapitre 8 et va englober également la dispute de Ma'alem Abslam avec le courtier ainsi que la perte du capital. La maison de Sidi al-Arrafi au chapitre 10 et la visite chez le coiffeur au chapitre 8. Bien sûr, Sidi Mohamed a besoin de couper ses cheveux pour se préparer à la fête Ashura.
Sans oublier que la terrasse est un lieu qui occupe une place de choix dans l'œuvre parce que c'est un lieu d'ouverture dans lequel les femmes donc se rencontrent pour parler et pour extérioriser leur peine. Passons maintenant aux événements phares. Nous avons au chapitre 1 l'évocation de la solitude et de la tristesse. D'ailleurs, c'est un sentiment, on l'a déjà dit, qui va accompagner le narrateur tout au long de l'histoire. Au chapitre 2, nous avons une évocation du mardi, n'oubliez pas, c'était le jour de récitation du Coran, et de la visite de Sidi Ali Bouraleb, le sanctuaire. Au chapitre 3, il s'agit d'évoquer la disparition de Zinab. Le chapitre 4, quant à lui, relate la visite chez Lalla Aïcha et les ennuis de son mari. Le chapitre 5 décrit la mort du coiffeur, c'est-à-dire tout le rituel funèbre qui accompagne la cérémonie de l'enterrement. Le chapitre 6 donc, est sous forme de récit enchâssé de Rahma concernant l'histoire de l'oncle Uthman avec sa jeune épouse. Au niveau du chapitre 7, c'est la suite des préparatifs de la fête Ashura et la célébration de cette fête traditionnelle. Chapitre 8, c'est le déménagement du Msid et l'achat des bracelets ainsi que le remariage de Moulay al-Arbi. Au chapitre 9, il sera question de relater la faillite du père et son départ aux environs de Fès afin de rétablir son atelier. Au chapitre 10, il s'agit de la consultation du voyant aveugle Sidi al-Rafi et la visite de plusieurs mausolées. Au chapitre 11, c'est la visite chez Lalla Aïcha et la rencontre avec Salama la marieuse qui va annoncer de très bonnes nouvelles. Le chapitre 12 vient donc clore l'histoire et mentionne le retour du père ainsi que la nouvelle ouverture de la boîte à merveilles qui va donc être à nouveau réouverte. En ce qui concerne les registres littéraires, vous avez certainement étudié dans des séances de langue les registres littéraires. Donc, nous avons plusieurs registres littéraires qui ont été exploités dans l'œuvre, notamment le registre lyrique qui se trouve dans tous les passages où il y a l'expression des sentiments. Par exemple, la solitude, la tristesse, la fascination, la peur et la déception. Le registre pathétique qui figure au chapitre 9, le passage où le père annonce sa faillite et son départ, notamment accompagné d'une description de la solitude et de la souffrance. Quant au registre réaliste, qui figure toujours au même chapitre et qui se trouve également dans tous les passages où il y a la description du quotidien des personnages, c'est-à-dire les activités journalières, les rituels et les lieux réels. Le registre merveilleux, quant à lui, se trouve dans tous les passages où il y a ouverture de la boîte à merveilles avec description du monde fabuleux. Le registre didactique, qui figure au chapitre 10, relate le discours de Sidi al-Rafi, comportant ses conseils et un souci de transmettre son savoir. En ce qui concerne les thèmes principaux, vous allez remarquer qu'ils sont variés et qu'ils peuvent faire l'objet de travaux de production écrite. Nous avons une évocation de la solitude et du rêve tout au long de l'œuvre, car n'oublions pas que Sidi Mohammed est un enfant rêveur, émerveillé par le monde qui l'entoure, à savoir ces rituels de Kinza la Chouafa, Hadra entre Hadra, la musique Gnawa, etc.
il y a également le thème de la superstition et de la médecine traditionnelle. L'enseignement traditionnel occupe lui aussi une place parmi les thèmes qui sont exploités dans ce roman. Les traditions, le statut de la femme, la conception traditionnelle de la femme, la polygamie et l'immigration, notamment quand Ma'alem Abslam a été obligé de quitter sa famille et de voyager aux environs de Fès pour rétablir son atelier. Passons maintenant aux techniques narratives. Les techniques narratives, c'est déjà une leçon que vous avez vue pendant la séance de langue. Les techniques narratives permettent au narrateur de ralentir ou d'accélérer le rythme de son récit. Du moment que la boîte à merveilles est un récit rétrospectif qui revient sur l'enfance du narrateur, la technique narrative du retour en arrière va se trouver dès l'incipit. Dans l'incipit, le narrateur adulte effectue un retour en arrière pour chercher les origines de sa solitude dans une période de son enfance lorsqu'il a été âgé de 6 ans. D'ailleurs, toute l'œuvre constitue un récit rétrospectif. Ça n'empêche que l'anticipation a été également exploitée par moments dans l'œuvre. Notamment quand le narrateur décrit les rituels de la mort dans une anticipation basée sur la connaissance préalable des traditions relatives à la mort. N'oubliez pas que Sidi Mohammed, après avoir assisté aux funérailles du coiffeur Mohammed Ben Tahar, a fait un cauchemar dans lequel il a anticipé sa propre mort. Quant à la pause, c'est une technique temporelle qui se trouve dans tous les passages où il y a description statique d'un lieu, d'un personnage ou d'un objet. Donc, les lieux, par exemple, on a décrit le bain mort, on a décrit la maison de l'Aïcha, les ruelles de la Médina de Fès. L'objet, chaque fois qu'on décrit le contenu de la boîte à merveilles. L'ellipse narrative. L'ellipse narrative se trouve dans les événements précédents, l'avènement du printemps au chapitre 4 et celui de l'été au chapitre 8. Ce sont des événements qui ont été supprimés vu leur manque d'intérêt. Quant à la technique narrative de la scène, c'est une technique qui va être exploitée plusieurs fois dans le texte. On la trouve dans la séquence relative à la disparition de Zinab, dans l'annonce de la faillite du père et son départ, qui constitue de parfaites illustrations de scènes où les événements sont relatés dans leurs moindres détails à travers des dialogues et à travers la succession d'actions et la description des réactions des personnages. En ce qui concerne l'axe numéro 11, et qui comporte un bref aperçu des récits enchâssés. Les récits enchâssés permettent au narrateur premier, Sidi Mohammed notamment, de céder la narration à d'autres personnages qui vont prendre ainsi le relais. On trouve le récit enchâssé au chapitre où il est question de la dispute de la mère avec Rahma, une dispute qui va être racontée par la mère à son mari le soir. Également quand il s'agit de la disparition de Zinab, donc un événement qui va être raconté par Lalla Zoubida à son mari. Les événements relatifs aux ennuis de Moulay el-Arbi, bien sûr les ennuis financiers, ce sont des événements qui vont être rapportés par la mère à son mari. Le portrait d'Abdallah l'épicier qui va être décrit par le père et raconté à la mère. L'histoire du cortège du mendiant racontée par le père à son enfant. Ainsi que le récit de Rahma,
c'est Rahma qui va raconter à ses voisines l'histoire de l'oncle Uthman et sa jeune épouse Khadija. Donc un moment de gaieté dans lequel on notera la présence d'une tonalité comique. Il ne faut pas oublier également les mésaventures de Moulay al-Arabi avec sa jeune épouse, donc des événements qui seront racontés par Salama aux femmes. Nous sommes arrivés maintenant au dernier axe de notre travail et qui consiste à dresser les schémas narratifs et actentiels du roman autobiographique. Commençons par le schéma narratif. Il se comporte d'une situation initiale, l'incipit, dans laquelle on décrit le quotidien du narrateur, un quotidien partagé entre l'école coranique, la visite des mausolées et le bavardage des femmes. Un événement perturbateur qui va venir perturber le calme de la situation initiale, une situation initiale qui s'étale sur 8 chapitres et qui va permettre au narrateur de bien détailler les informations concernant aussi bien le lieu, l'espace que les personnages et les événements de l'histoire. Je reviens donc à l'événement perturbateur qui relate la faillite du père à cause de la perte de son capital au souk des bijoutiers. En ce qui concerne les actions, donc c'est une série d'actions qui se déroule dans une quête de solution au problème principal. Cette série d'actions commence par le départ du père aux environs de Fès, travailler comme moissonneur pour ramasser un peu d'argent et pouvoir rétablir son atelier, la solitude de l'enfant et le malheur de sa famille, la consultation du voyant aveugle Sidi al-Arafi et plusieurs mausolées à la recherche d'une solution au problème des femmes, l'arrivée du messager du père. L'événement équilibrant, quant à lui, consiste en le retour du père et la joie des retrouvailles, ainsi que le divorce de Moulay al-Arabi. La situation finale nous fait aboutir à l'évocation de la solitude et la réouverture de la boîte à merveille, ce qui nous permet de revenir au point de départ, à savoir la première ouverture de la boîte à merveille effectuée au niveau du chapitre 1 et qui nous fait revenir toujours au fait que cette boîte occupe une place importante dans la vie de Sidi Mohammed dans la mesure où elle lui permet de s'évader de la réalité et de voyager dans un monde invisible. On arrive maintenant à la fin. Il s'agit donc du schéma actentiel. Eh bien, si le schéma narratif permet de connaître les phases par lesquelles passe le récit, le schéma actentiel, quant à lui, nous permet de faire connaissance avec les forces agissantes de l'histoire, les actants. Eh bien, si on prend le héros, Sidi Mohammed, comme étant l'actant sujet de notre histoire, eh bien, sa quête serait vaincre sa solitude. Pour réaliser ce but, il doit être aidé par des éléments qui sont les actants adjuvants. Ces derniers se résument en sa boîte à merveilles, les récits de son père et de Abdallah l'épicier. Ces mêmes actants adjuvants vont se trouver en confrontation avec des actants opposants qui empêchent la réalisation de la quête et qui se résument comme suit. La solitude, l'incompréhension de son entourage et l'absence du père.
Donc, enfin, nous pouvons retenir de ce qu'on a déjà étudié que La boîte à merveilles est un roman autobiographique à dimension ethnographique. Ce roman est écrit par Ahmed Sfraoui et publié en 1954. Il est écrit dans la langue française afin de décrire la culture et l'identité du peuple marocain de l'époque au moyen de la langue du colonisateur.